Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons le troisième cours dans l'univers technologique et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux contraintes mécaniques et aux propriétés mécaniques des matériaux qu'on va utiliser pour fabriquer différents objets. Alors on va quand même faire un petit retour sur les changements de vitesse du cours précédent, juste pour s'assurer que c'est assez clair. Donc, dans le cours précédent, on avait vu les systèmes de transmission et de transformation, et on avait vu que dans les systèmes de transmission, on peut calculer un changement de vitesse. Donc, si on a une vitesse en rotation d'un côté du système, on peut déterminer quelle est la vitesse de rotation plus loin dans le système grâce à une petite formule. Donc, par exemple, dans le vélo, qui est l'exemple classique, si on nous dit qu'on pédale à 100 tours minute à l'avant et qu'on a une roue ou un pignon, ça peut s'appeler, à 15 dents à l'avant, sachant qu'on a mis notre chaîne sur une roue ou un pignon à 20 dents à l'arrière, quelle va être la rotation à l'arrière? Alors, dans un premier temps, on va se rappeler qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qui est au début et qu'est-ce qui est à la fin. Donc, on a ici la roue à l'avant qui est à 15 dents, c'est elle qui est au début, c'est elle qui tourne à 100 tours minute, c'est là qu'on a mis les pédales sur le vélo. Et on a la roue à l'arrière, donc la question juste comme ça rapidement, on va se poser la question, est-ce que la roue à l'arrière tourne plus vite que la roue à l'avant? Et bien lorsque la roue à l'avant fait un tour, la roue à l'arrière ne fait pas un tour complet puisqu'elle est plus grande. Donc ici on va avoir une baisse de vitesse de rotation. On comprend bien que si on fait tourner 100 fois cette roue-là en une minute, étant donné qu'elle a besoin de plus de dents pour faire un tour, et bien elle ne fera pas 100 tours en une minute. Alors le calcul il est simple, on prend la vitesse de la roue à l'avant du système, on multiplie par le rapport entre le nombre de dents, donc on met le nombre de dents à l'avant et on divise par le nombre de dents à l'arrière et ça va nous donner la nouvelle vitesse. Donc la vitesse à l'arrière, c'est la vitesse à l'avant multipliée par le nombre de dents qu'on a à l'avant divisé par le nombre de dents qu'on a à l'arrière. Donc ça nous fait 100 fois 15 divisé par 20 et ça fait bien 75 tours par minute. Tout à fait logique, la roue à l'arrière tourne moins vite puisqu'elle a besoin de plus de dents pour faire un tour complet. Autre exemple, on regarde le dessin ici, on s'assure de bien comprendre qu'est-ce qui est à l'avant, qu'est-ce qui est à l'arrière. Cette fois-ci, ce qui est à l'avant, c'est ici. Donc on nous informe qu'on pédale très lentement à 30 tours par minute. On nous informe qu'à l'avant, on a 30 cm. Cette fois-ci, c'est en centimètres. À l'arrière, on a 20 cm. Donc on voit bien que lorsqu'on fait un tour à l'avant, et bien à l'arrière, ça va faire plus qu'un tour, puisque le diamètre est plus petit. Donc c'est la même formule, on l'utilise exactement de la même manière. Quelle est la vitesse de rotation à l'arrière? Eh bien, on va prendre la vitesse de rotation à l'avant et on va faire le rapport du nombre de dents. Le nombre de dents qu'on a ici divisé par le nombre de dents qu'on a à l'arrière et ça nous donne la nouvelle vitesse. Donc on a 30 cm à l'avant, 20 cm à l'arrière. Donc 30 tours minute fois 30 cm divisé par 20 cm, ça nous donne 45 tours minute. Oui, ça va plus vite à l'arrière bien sûr puisque la roue est plus petite. Donc lorsque la roue à l'avant fait un tour, et bien celle à l'arrière fait plus qu'un tour. C'était donc un rappel du cours précédent. On enchaîne avec les contraintes mécaniques. Ce sont des concepts que vous avez vus dans les années précédentes. Donc les objets qu'on utilise dans notre quotidien, ils vont subir des forces. Ils vont se faire écraser, tirer, rayer, peu importe. Et donc ces contraintes qu'ils subissent, en fait ces forces qu'ils subissent, on appelle ça des contraintes. Et on peut les catégoriser en fonction de la façon dont la contrainte est exercée. Donc on va regarder comment la force, parce que les contraintes ce sont des forces qui s'exercent sur les objets, on va essayer de voir comment les forces sont exercées. Donc on commence par la contrainte qu'on retrouve assez fréquemment dans les objets, c'est la compression. Donc lorsque l'objet est dessiné en bleu, lorsqu'il y a une force qui s'exerce vers l'objet d'un côté de l'objet et de l'autre côté de l'objet il y a également une force donc alignée, elles sont parallèles. En fait, elles sont plus que parallèles, elles sont l'une en face de l'autre, ces deux forces, et elles écrasent, si on veut, elles compriment, d'où le nom, l'objet. Donc ça, on appelle ça la compression. On va enchaîner avec, si on veut l'opposé, donc l'objet qui est en bleu ici se fait tirer finalement de chaque bord, donc les deux forces sont alignées, et elles s'éloignent de l'objet, donc on comprend que l'objet se fait tirer par ici, et se fait tirer par là, donc on appelle ça la traction, comme contrainte.
On a ensuite la flexion. Alors la flexion, eh bien, c'est lorsque l'objet est ancré, bloqué d'un côté, et qu'il subit une force sur une de ses faces. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire plier ou fléchir l'objet. On comprend bien qu'en bas, ça ne bouge pas, et en haut, si ça pousse ici, ben, l'objet va se plier finalement vers la droite. Donc est-ce qu'il est capable de plier ou est-ce qu'il va casser? C'est ce qu'on va chercher à savoir lorsqu'on exerce une contrainte de flexion. Pour la torsion, ben c'est pareil, l'objet est bloqué d'un côté et on a une force en rotation qui est exercée, donc l'objet se fait prendre et se fait tourner, et donc on va voir comment il réagit à cette torsion. On a également le cisaillement. Donc le cisaillement, ce sont deux forces opposées qui vont vers l'objet. Alors c'est ce qu'on avait à peu près tout à l'heure dans la compression, mais la différence c'est que les deux forces ne sont pas alignées l'une en face de l'autre. Alors ça va avoir tendance à couper l'objet, à le casser en deux. Donc comme une paire de ciseaux qui coupe une feuille de papier, eh bien c'est de là que vient le mot, là, la contrainte de cisaillement. C'est ce qu'on voit en ce moment. Alors la fabrication des objets techniques, eh bien, elle se fait en ayant conscience de quelles contraintes l'objet va subir. Et donc en fonction des contraintes qu'il va subir, on va choisir des propriétés particulières des matériaux pour que l'objet puisse résister ou pas. Hein. Des fois l'objectif c'est que l'objet ne résiste pas à une contrainte. Donc ces propriétés des matériaux, on appelle ça les propriétés mécaniques, c'est leur capacité à résister ou à réagir d'une manière bien voulue, bien déterminée d'avance, à des contraintes. Alors on va commencer par la réaction à une compression. Donc si notre objet résiste à la compression dans le sens où il ne tombe pas en morceaux, il ne s'émiette pas, il ne casse pas, il ne devient pas des millions de fragments, mais qu'il fait juste se plier, on va dire qu'il est malléable. Donc sous une contrainte de compression, l'objet s'écrase et devient plus fin. On peut en faire des feuilles. Alors ça, c'est ce qu'on va exploiter. Donc la contrainte du matériau, là, pardon, la propriété du matériau, on l'utilise lors de la fabrication de l'objet, justement. Si on veut fabriquer un objet très très plat, très fin, une feuille métallique par exemple, eh bien ça va prendre un métal qui est malléable. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire le papier d'aluminium. Donc l'aluminium est très malléable, on peut en faire des feuilles très très fines. Donc c'est la façon dont on réagit à la compression. On a la ductilité. La ductilité, c'est un peu l'opposé de la malléabilité. Cette fois-ci, l'objet, on veut être capable de l'étirer sans qu'il casse. Donc on veut qu'il soit capable de s'allonger tout en devenant de plus en plus fin. Donc on lui fait subir une contrainte de traction et on tire, on tire, on tire, et on ne veut pas qu'il casse, on veut juste qu'il s'allonge. Alors c'est une propriété qu'on va utiliser pour faire des fils métalliques par exemple, on va les étirer pour en faire des fils. Donc c'est sous l'effet de la traction. Ensuite les objets, ils vont subir différents chocs ou ils vont se faire percuter, rayer, accrocher tout au long de leur existence. Alors, dépendamment de comment on veut qu'ils réagissent à ça, on va utiliser des matériaux qui ont une certaine dureté. Si c'est pas grave que l'objet se perce ou s'écrase, ou pas s'écrase, pardon, mais se perce ou se raye, eh bien on n'aura pas besoin d'une grande dureté. Par contre, si on veut que l'objet conserve le mieux possible sa surface et qu'il ne se perce pas ou qu'il ne se raye pas, eh bien on va essayer de lui donner, de trouver un matériau qui a une très grande dureté. Alors, si on veut que l'objet ne se déforme pas pendant la compression, on ne veut surtout pas qu'il se déforme, on veut qu'il résiste, alors à ce moment-là, on va plutôt choisir la rigidité comme propriété. Donc, par exemple, les piliers des ponts, on ne veut pas qu'ils s'affaissent, qu'ils s'écrasent, qu'ils deviennent, comprenez là, qu'ils descendent sous l'effet du poids qu'ils vont ressentir au-dessus d'eux. On veut qu'ils soient rigides, qu'ils restent en place. Donc on veut qu'il n'y ait aucune déformation sous l'effet de la contrainte. La résilience, c'est la propriété d'un matériau à se déformer justement. Donc c'est quasiment un peu l'opposé de ce qu'on vient de voir. Donc un objet rigide, on ne veut surtout pas qu'il se déforme, on veut qu'il garde, quoi qu'il arrive, sa forme. Au pire, il casse en morceaux, mais il ne se déforme pas. A l'inverse, la résilience, c'est la capacité d'un objet à absorber des chocs et à se déformer éventuellement, voire même à casser sous l'effet d'un choc, dans le but d'amortir finalement
un choc. Donc le pare-choc des automobiles, c'est exactement ça qu'on veut. On veut qu'il se déforme, qu'il se creuse, qu'il se torde sous l'effet des chocs, ce qui absorbe l'énergie de l'impact, d'un impact, et ce qui permet de protéger les autres parties de l'auto. Alors c'était la résilience, pardon, le nom de la propriété dont je parlais précédemment. L'élasticité, c'est la capacité d'un objet à reprendre sa position initiale après déformation, tout simplement. Donc on va déformer l'objet, puis on va regarder comment il réagit lorsqu'on arrête de lui faire subir la contrainte. Donc typiquement les élastiques, ce sont des objets élastiques, évidemment. Alors, ces propriétés, elles ne sont pas inaltérables, elles ne sont pas indéfinies. Il est possible que l'objet perde ses propriétés au fur et à mesure qu'on l'utilise. Donc, qu'est-ce qui peut lui faire perdre ses propriétés? Eh bien, l'usure naturelle de l'objet, s'il se raye, s'il s'écrase, s'il se perce, s'il se fractionne en morceaux. Donc là, si on regarde le bitume utilisé sur les routes, eh bien, sous l'effet des voitures, tout simplement, donc des impacts, du frottement, eh bien, le bitume va s'user. Mais il y a aussi des réactions chimiques ou même des réactions physiques avec l'environnement qui peuvent modifier les propriétés. Donc par exemple, il peut y avoir la réaction avec l'eau, l'effet du froid et du chaud, une réaction avec l'oxygène, donc le métal qui rouille, une réaction avec les rayons du soleil qui peuvent venir dégrader, abîmer les propriétés du matériau. Donc ça c'est important, les propriétés des matériaux peuvent être fortement modifiées au fur et à mesure qu'ils s'abîment. Par exemple, le morceau de fer qu'on avait à l'origine là-dedans était très solide, et sous l'effet de l'oxydation, donc avec le dioxygène, c'est devenu de la rouille, et là ça s'effrite, c'est beaucoup moins solide, donc après la réaction chimique. Certaines propriétés ne sont pas des propriétés de fabrication ou des propriétés mécaniques à proprement parler. On veut simplement utiliser des propriétés autres, internes. Par exemple, on veut que l'objet ait un bel aspect brillant. Donc ça peut être une propriété intéressante. On veut que l'objet conduise bien l'électricité à l'intérieur, ou qu'il conduise mal la chaleur, par exemple, que ce soit un isolant thermique. Donc ce sont d'autres types de propriétés qu'on appelle non mécaniques, qui ne font pas référence à des capacités à résister à des contraintes, mais qui permettent ou ne permettent pas la conduction de chaleur ou d'électrons par exemple, ou tout simplement l'aspect brillant qui peut être intéressant pour les objets. Voilà pour ce troisième cours.